Bonjour à tous, bonjour Emmanuel. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir ici pour cette journée qui va être 100% dédiée au e-commerce. Donc tu vas être notre souffle hors e-commerce qui va être très inspirant. On est ici pour parler de la façon dont on peut aller au bout de ses rêves et surtout entreprendre. Entreprendre, c'est la passion. Emmanuel, je pense que c'est quelque chose qui te parle. C'est un mot qu'on réduit souvent en fait au fait de lancer une entreprise, mais au final, entreprendre, c'est quand même beaucoup plus large que ça. Si on s'intéresse au mot entreprendre, on se rend compte que en fait, c'est simplement se mettre à faire quelque chose, commencer à exécuter une action longue ou complexe. Donc, on fait tous ça dans notre vie professionnelle, personnelle. Et en plus, si on s'intéresse à l'origine de ce mot, c'est quelque chose qui m'a vraiment surprise, que je ne le savais pas. C'est un mot français, donc cocorico. On est content. On est content pour ça, mais c'est surtout un mot qui renvoie au XIIe siècle. C'est un terme guerrier, et donc je suis ravie d'accueillir la guerrière qui est Emmanuelle, qui va pouvoir nous parler de son combat. Donc un entrepreneur, c'est celui qui mène des actions héroïques de combat, qui vise à défendre une cause juste. C'est un terme qui est associé au risque et qui est arrivé donc jusqu'à nous dans sa forme moderne telle qu'on le connaît. Donc Emmanuel, en 2008, il t'arrive quelque chose dans ta vie. Tu as un accident de snowboard et tu as pu surmonter tout ça pour devenir la personne que tu es. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as transformé cette épreuve en opportunité pour nous inspirer tous ici qui surmontons des choses dans nos vies? Merci Marianne pour cette présentation. Effectivement, j'ai vécu une expérience traumatisante quand j'étais en classe de terminale. Je me destinais à faire une prépa scientifique et une école d'ingénieur parce que j'aimais les sciences et que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Donc c'était un moyen de repousser ce choix à plus tard. Je pratiquais du sport en compétition à des niveaux amateurs, mais je ne voulais pas du tout en faire mon métier, c'était juste un loisir. Bref, j'avais une vie un peu tranquille, un peu classique, on va dire, en tout cas du milieu d'où je viens. Et puis un jour, je suis partie au ski avec ma famille et des amis. Et le dernier jour, j'ai décidé d'aller dans le snowpark et de sauter une bosse plus haute que d'habitude. C'était un challenge que j'avais envie de me mettre ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, l'idée m'est venue. Et quand je suis arrivée en haut de la bosse, je me suis rendu compte que j'avais pris beaucoup trop d'élan, que j'arrivais très vite et que la bosse était vraiment très très haute par rapport à ce que je pensais. J'ai pris peur, j'ai voulu freiner, mais c'était trop tard, donc ça m'a complètement désaxée et je suis tombée sur le dos. J'ai voulu me relever sur le moment, j'ai pas pu, et je me souviens juste que l'hélicoptère des secouristes est arrivé et m'a emmenée à l'hôpital directement. À partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup de flou, déjà parce que les médicaments me shootaient un petit peu, mais aussi parce que les médecins n'étaient pas clairs, ils voulaient pas me dire vraiment ce qui m'arrivait, et que surtout je voulais pas y croire. Ça pouvait pas m'arriver à moi, j'avais jamais eu de problème de santé, j'étais pas comme les autres, je pouvais pas être mortelle ou vulnérable. Donc je pensais qu'en 1 ou 2 semaines, j'allais retourner en classe et préparer mon bac avec tout le monde normalement. Bon, en fait, j'ai passé 1 mois à l'hôpital et 8 mois en centre de rééducation pour apprendre à vivre en fauteuil. Donc heureusement que je ne m'attendais pas à ça, parce que peut-être que ça aurait été dur de savoir ce qui m'attendait. J'ai passé 1 mois à l'hôpital, j'ai dû rester allongée dans un lit et je ne pouvais absolument rien faire toute seule puisqu'il fallait que mon dos se consolide. Donc rien qu'attraper la télécommande pour allumer la télévision, c'était quelque chose d'impossible. Donc j'ai complètement perdu mon autonomie et ça a été vraiment très difficile à ce moment-là. J'ai dû complètement accepter cette étape de en fait, je ne peux rien faire. Et j'ai dû me rendre compte qu'au fur et à mesure des nouvelles actions que je pouvais faire, rien que reprendre une douche pour la première fois, aller dehors pour la première fois, voir le soleil, manger un vrai repas qui n'est pas un repas d'hôpital, tout ça, ça a été des bonheurs extrêmement importants. Et je me suis dit, mais en fait, on les oublie, ces bonheurs de la vie, et j'ai envie de vivre ma vie intensément, j'ai envie que chaque moment soit aussi riche que celui de prendre une douche pour la première fois après 1 mois. Donc, je vous parle avec un peu d'émotion. C'est vrai que c'est rare que je raconte mon accident aussi précisément. Je l'ai vraiment mis de côté et j'ai vraiment avancé dans ma vie. Donc, c'est vrai que j'en parle pas aussi profondément habituellement. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que je rentre dans l'action, que je fasse quelque chose, que je ne pouvais pas continuer à penser à ce qui m'était arrivé. Et j'ai voulu reprendre le train de ma vie, en l'adaptant un petit peu, évidemment. Donc, j'ai passé mon bac à l'hôpital, j'ai passé mon permis de conduire rapidement pour être autonome. Et je suis rentrée en prépa où j'ai travaillé comme une folle pour vraiment oublier de penser et me focaliser uniquement sur les Parce qu'elle est centralienne, Emmanuelle, elle est très modeste, mais j'ai intégré en plus d'être sportive de haut niveau, elle est centralienne. J'ai intégré ensuite l'école Centrale Paris, à laquelle j'ai été diplômée en 2015.
Et en parallèle de ça, je me suis dit, il faut que je continue le sport parce que c'est quelque chose qui compte pour moi. Je pratiquais avant le saut d'obstacle à cheval et la gymnastique aux agrès, donc autant dire qu'en fauteuil roulant, c'est quand même compliqué. Donc j'ai cherché un nouveau sport et on m'a parlé du tennis en fauteuil. Je me suis dit que c'était un bon moyen pour moi de jouer avec des membres de ma famille qui étaient debout, ou des amis, que c'était un sport assez en fait universel, que je pouvais jouer avec n'importe qui. Et j'ai décidé d'aller voir un match de tennis à Roland-Garros, un match de tennis fauteuil, où j'ai vu un match de double avec Stéphane Audet et Michael Jérémiaz. C'était la paire qui venait de remporter l'or à Pékin. Et vraiment, j'ai été complètement bluffée par leur performance. J'ai complètement oublié le fauteuil et j'ai été juste scotchée par ces athlètes qui avaient un niveau de jeu incroyable. Donc vraiment, ces deux aspects-là, l'aspect un peu social de pouvoir jouer avec n'importe qui et l'aspect performance m'ont attirée au départ. Je me suis lancée dans le tennis sans savoir du tout où ça allait me mener. Et très rapidement, j'ai voulu faire de la compétition. Donc j'ai commencé des tournois nationaux et très vite, j'ai dû faire des tournois à l'international puisqu'on est peu nombreuses en France. Donc il n'y a pas beaucoup de tournois français pour les femmes. Donc il a fallu que j'aille à l'international et j'ai été très vite amenée à m'affronter contre les meilleures du monde, des filles qui étaient professionnelles depuis plus de 10 ans. Et vraiment, au départ, c'était très intimidant. Et je me suis surtout dit, mais c'est incroyable quand même de pouvoir avoir un aperçu de ce que c'est que vivre en tant qu'athlète de haut niveau, même si j'étais complètement débutante. C'est quelque chose que j'aurais jamais pu vivre si j'avais été debout. Donc finalement, cet accident m'a ouvert les portes d'un monde que je connaissais pas du tout. Merci Emmanuelle. Quand tu nous en parles, on se rend bien compte du défi que tu as dû surmonter, mais on a du mal à se dire comment est-ce qu'elle a pu surmonter autant de craintes. Il y avait tellement d'inconnus. Et je sais que tu m'as parlé de quelque chose que ton papa t'a dit, qui a été un déclencheur chez toi. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bien sûr. Alors effectivement, dès que j'ai eu l'accident, il y a eu énormément de peur de l'inconnu. Je ne savais absolument pas comment on vivait en fauteuil roulant. Je ne savais pas si j'allais être assistée par quelqu'un toute ma vie, si j'allais pouvoir faire du sport, voyager, avoir une famille, travailler, faire des études. Enfin, vraiment, je ne savais rien. Je n'avais pas de personnes handicapées dans mon entourage. Donc, j'ai été complètement... je partais d'une page blanche et je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et 2 jours après l'accident seulement, mon père est venu me voir et il m'a dit « Tu as beaucoup de chance parce que tu as encore toute ta tête pour communiquer et ton visage n'est pas défiguré. » Donc bon, sur le moment, je lui ai dit merci, t'es gentil. Je peux pas bouger, j'ai mal partout, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais avec le temps et en rentrant en centre de rééducation, j'ai pu voir qu'il y avait des personnes plus lourdement handicapées que moi, que j'étais plus capable de faire des choses qu'elles. Et je me suis dit qu'il avait raison, qu'il fallait que je me focalise sur ce que je pouvais encore faire, sur les nouvelles choses que mon handicap m'apportait, plutôt que sur tout ce que j'avais perdu à vie et sur toutes les impossibilités liées à mon handicap. Donc après avoir surmonté un peu cette peur de l'inconnu, c'est vrai que j'ai traversé beaucoup d'autres peurs. Il y a eu la peur du vide. Une fois que je me suis rendu compte que j'étais capable de faire certaines choses, je me suis dit oui d'accord, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Il y a quand même encore beaucoup de questions. Et très vite, je me suis dit qu'il fallait que je commence à me mettre à l'action, que je me fixe des objectifs. Donc c'est là où j'ai voulu commencer à travailler pour rentrer en prépa scientifique puis en école, que j'ai voulu me mettre pleinement dans le tennis. Et assez rapidement, en intégrant le monde du tennis et en participant à quelques compétitions, la fédération handisport à l'époque m'a dit que j'étais jeune, sportive et que j'avais du potentiel et que je pouvais commencer à penser aux Jeux paralympiques. Donc moi, j'étais complètement débutante, je ne savais pas du tout ce que c'était que le sport de haut niveau, j'en avais pas dans mon entourage. Et je les ai crus, je me suis dit, s'ils me disent que c'est possible, c'est eux qui connaissent, ok, alors on y va. Donc j'ai commencé à en parler autour de moi, à m'entraîner de plus en plus, mais j'avais aucune idée de la difficulté que ça représentait. Donc au fur et à mesure des années, vraiment j'ai tout mis en place pour accéder à cet objectif-là que je m'étais fixé. Donc je dirais que j'ai surmonté un peu cette peur du vide en me fixant des objectifs et en allant dans l'action. Et derrière, il y a une peur qui évidemment est arrivée, c'est la peur de l'échec. En me rapprochant de l'événement des Jeux de Rio, à 1 an, je me suis dit, je viens de finir mes études, je suis diplômée, je vais faire uniquement du tennis pour mettre toutes les chances de mon côté et me sélectionner effectivement pour les Jeux, puisque maintenant que je l'ai dit à tout le monde, je ne peux pas reculer. Donc à partir de là, je me suis dit, oui, mais si j'échoue, ça va être très dur pour moi de l'accepter. Voilà, c'est un de mes plus grands objectifs dans la vie, je peux pas ne pas y arriver, c'est pas possible. Et cette peur m'a vraiment poussée
à aller au bout de moi-même et j'ai traversé le monde entier. J'avais pas encore vraiment le niveau de jeu pour participer à un événement pareil. Donc j'ai traversé le monde entier, j'ai fait des décalages horaires dans tous les sens, j'étais tout le temps en déplacement, tout le temps blessée, mentalement épuisée, pour essayer de récolter des points pour monter au classement et me sélectionner. Donc ça a plutôt réussi, puisque finalement au dernier moment j'ai réussi à me sélectionner pour les Jeux de Rio. Mais au moment où j'ai appris cette sélection, je ne pouvais plus tenir ma raquette, mon corps était à bout complètement, je l'avais poussé trop loin. Donc j'ai dû faire un mois d'arrêt et essayer de me soigner pour arriver au jeu plutôt en forme. Bon, évidemment, je suis arrivée au jeu encore un peu blessée, vraiment pas prête à défendre mes chances face à des joueuses de ce niveau-là. Et ça a été une expérience extrêmement difficile pour moi. J'ai été vraiment très très malheureuse sur place, ce qui a été un choc pour moi puisque j'avais atteint mon objectif, mais que ça ne m'avait pas suffi en fait. Je me rendais compte que le chemin que j'avais parcouru pour l'atteindre m'avait vraiment rendue triste et malheureuse et que je n'avais pas apprécié, j'avais brûlé trop d'étapes trop vite et que finalement je n'étais pas arrivée dans de bonnes conditions. Donc je dirais que cette peur de l'échec m'a vraiment poussée à l'extrême. Je ne l'ai pas surmontée, je pense que j'ai encore des problèmes avec elle. Peut-être qu'elle me tire chaque jour et que finalement ce n'est pas une peur que j'ai envie de surmonter. Un moteur, un petit peu. Voilà, c'est un moteur. Après, effectivement, le jour où elle me figera, il faudra trouver une solution et me dire que, effectivement, l'échec fait partie de la vie, que c'est comme ça qu'on avance et qu'on progresse. Mais oui, j'ai pas envie d'échouer, donc j'ai envie de donner le meilleur de moi-même chaque jour et c'est un moteur pour moi. Donc, tu nous le disais, au final, avec ces jeux, tu as un petit peu grillé les étapes. Tu en as voulu beaucoup, beaucoup tout de suite. Ça fait partie aussi du chemin d'entrepreneur, d'accepter qu'il y ait des étapes dans la réalisation. À quel moment est-ce que tu t'es dit, ça y est, je suis joueuse professionnelle, je suis arrivée vraiment à mon but et je me sens à l'aise dans ce que je fais? Alors, je me suis posé la question de la définition d'être professionnelle. Et pour moi, c'est vraiment chercher à optimiser à 100% tous les domaines de mon métier que je peux contrôler. Et en revenant à cette expérience de Rio, où j'étais extrêmement malheureuse, j'ai décidé d'arrêter le tennis. Je me suis dit, c'est peut-être pas fait pour moi. Voilà, je ne sais pas gérer la pression, je ne sais pas gérer mon corps. Donc j'ai décidé d'intégrer L'Oréal et de travailler pour eux pendant 2 ans et demi. Autant dire qu'au bout de quelques mois, le tennis m'a terriblement manqué. Et donc je me suis dit, ok, alors si un jour je veux revenir dans le tennis à plein temps, qu'est-ce que je vais mettre en place pour me sentir bien et pour performer finalement? Donc j'ai observé les meilleurs et je me suis remise vraiment beaucoup en question et je me suis rendu compte que je pouvais améliorer tellement de domaines que j'étais vraiment pas professionnelle. Donc j'ai commencé à m'entraîner sur des horaires plus réguliers au tennis, j'ai commencé à prendre un staff un peu plus complet avec un préparateur physique, j'ai optimisé ma récupération en ayant des routines d'étirement, en voyant des kinés, j'ai travaillé beaucoup mentalement pour gérer ma pression et ma frustration en match et mes attentes aussi. J'ai travaillé beaucoup sur la connaissance de moi-même pour savoir à quel moment m'arrêter pour pouvoir être performante sur le long terme. Donc il y a eu vraiment tous ces aspects-là où je me suis rendu compte que j'avais un gros potentiel d'évolution. Donc j'ai travaillé dur là-dessus. Je pense que ça fait 2 ans et demi aujourd'hui que je suis vraiment professionnelle. Et j'ai vu la différence en allant aux Jeux de Tokyo cet été. J'étais beaucoup plus sereine, j'ai beaucoup mieux performé. Sur le terrain, je sentais que j'étais quelqu'un de différent. Et donc, vraiment, ça m'a apporté énormément cette remise en question. Je pense que si on reparle de cette période dans 4 ou 5 ans, peut-être que je vous dirais, il y avait ça et ça que je n'avais pas optimisé, donc je n'étais pas encore professionnelle à l'époque. Mais aujourd'hui, voilà, je me sens bien dans ma carrière, je me sens experte dans mon domaine et je sais que ça a été vraiment un long processus avec différentes étapes, qu'il a fallu apprendre de mes erreurs, que ça ne se fait vraiment pas du jour au lendemain et que ça a été un long travail sur moi pour en arriver là aujourd'hui. Merci. On a beaucoup parlé inspiration, courage, résilience. On comprend avec ton parcours que ce sont des qualités importantes pour entreprendre. Pour être un peu plus prosaïque, il y a aussi une chose qui est très importante, c'est les financements et les soutiens. Comment est-ce que, quand on n'évolue pas du tout dans ce monde du sport, comment est-ce qu'on trouve des sponsors? Comment est-ce qu'on évolue dans ce monde complètement inconnu? Bien sûr, alors ça c'est vrai que c'est une composante très importante, puisque dans le tennis en fauteuil, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de déplacements à l'étranger. Il y a des entraîneurs à payer, du matériel. Un fauteuil de tennis, ça coûte 5 000 €. Donc une saison, on l'estime environ à 40 000 €. Sachant que les gains en match ne sont vraiment pas suffisants pour couvrir ce chiffre. Donc il faut trouver des sponsors privés pour pouvoir démarrer une carrière et la continuer.
À ce moment-là, quand j'ai commencé à me lancer dans l'idée de participer au jeu, j'étais à l'école centrale et j'avais accès à un réseau d'entreprises assez varié. Et donc j'ai commencé à contacter ces entreprises, à y aller un peu au culot en leur présentant mon projet, en leur disant voilà, j'ai aucune idée de si je vais y arriver, c'est un projet complètement fou, mais est-ce que vous voulez m'accompagner? Donc j'étais vraiment moi-même dans cette démarche. J'ai eu l'audace d'aller les voir, j'ai échoué plusieurs fois, j'ai fait des conférences pour rien, j'ai eu des refus, et puis au fur et à mesure, ça a continué comme ça. Et puis un jour, j'ai trouvé quelqu'un qui correspondait à mes valeurs et qui a cru en moi et qui s'est dit, on n'a jamais sponsorisé d'athlètes, c'était l'entreprise Simply Market, mais on a envie d'essayer avec toi et on est persuadé qu'on va gagner autant que toi dans ce partenariat. Donc ça a démarré comme ça. Et c'est vrai qu'à partir du moment où une entreprise m'a fait confiance, j'ai pu avoir des résultats dans ma carrière, parce que j'ai pu m'entraîner plus, participer à plus de tournois. Et surtout, ça a donné vraiment de la légitimité à mon projet. Et d'autres entreprises ont pu suivre derrière. Donc cette entreprise-là, Simply Market, m'a suivi jusqu'à Rio. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé pour L'Oréal. Et L'Oréal a accepté de me libérer complètement de mon emploi pour me sponsoriser et me permettre de me dédier à 100% dans mon tennis. Donc voilà, ça a été des rencontres, ça a été des liens humains. Et je pense que tout ça, ça a eu lieu parce que je me suis présentée moi-même et que je n'ai pas cherché à mentir pour survendre mon projet. Et c'est ça qui a fait que ça a été des vrais liens et des aventures sur le long terme. Au final, c'est ton profil atypique qui t'a permis de rencontrer ces gens. Je crois que tu me parlais aussi d'une entreprise qui voulait absolument t'embaucher, que tu as fini par convaincre de te sponsoriser. Effectivement, j'ai rencontré une personne d'Air France sur un événement. Il voulait absolument m'embaucher pour mon diplôme. Et donc, j'ai passé des entretiens. Et à chaque entretien, je leur disais, mais non, mais moi, je veux jouer au tennis. Donc, peut-être dans quelques années, on en reparlera. Mais en attendant, si vous voulez m'accompagner, sponsorisez-moi. Sinon, tant pis pour vous, quoi. Mais là, je joue au tennis. Et donc, ils ont accepté de me sponsoriser, effectivement. Et on verra après ce que j'en fais, si je travaille pour eux ou pas. Merci. Si tu pouvais donner un conseil, le conseil à retenir quand on veut entreprendre, aller au bout de ses rêves, réaliser un nouveau projet, scaler, le mot qu'on adore dans le e-commerce, dans scaler son entreprise et s'améliorer, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil? Je pense que le plus important, c'est d'essayer de se mettre à l'action et de faire des petits pas, des petites actions pour se diriger vers nos envies. Vous verrez au fur et à mesure si vous atteignez votre premier objectif ou si votre objectif il évolue au fur et à mesure. Mais voilà, il faut vraiment se lancer parce que c'est ça qui nous fait avancer. Il va y avoir des échecs, ça c'est sûr. Comme j'ai dit tout à l'heure, finalement, ils nous font souvent avancer, ils nous font progresser, évoluer. Mais vraiment, du moment qu'on ne se lance pas, il ne peut rien se passer. Donc, mettez-vous en mouvement, essayez de faire ce qui vous plaît. Même si ce sont des choses, vous pouvez faire plusieurs choses à la fois qui n'ont rien à voir les unes entre les autres. Et finalement, ça fait des profils atypiques, comme vous l'avez dit. Et ça pousse vraiment vers l'avant, j'en suis persuadée. Merci beaucoup, Emmanuelle. Et est-ce que peut-être quelqu'un souhaite échanger avec Emmanuelle, lui poser des questions? Je ne vois rien du tout, par contre. Donc, si quelqu'un veut poser des questions, il faut se manifester à l'oral, parce que je ne vous vois même pas avec les lumières. Je ne sais pas si on peut poser des questions en ligne, techniquement, je ne sais même pas. Je pense, mais on n'entend pas. Je ne sais pas si je vois quelqu'un. Quelqu'un a des questions? Merci. Je vous vois mieux. Pas de questions? C'est un parcours atypique, mais on voulait vous proposer quelque chose de différent. On va parler e-commerce toute la journée. Donc, mais je pense que c'est des valeurs universelles que tu nous as partagées. C'était très inspirant. Merci beaucoup.